3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce samedi? Je pense que la team tableur va être contente parce que lundi soir, sur Twitch, vous avez décidé qu'on parte en mode overtime. Et ouais, après avoir parlé des plus gros collapses all-time, là, il y a quelques temps, cette fois-ci, vous avez décidé qu'on fasse l'inverse, en parlant des plus grosses remontadas all-time post-All-Star Break. Je sais que pas mal d'entre vous espèrent encore que les Lakers ou les Warriors, à moindre mesure, fassent un immense comeback dans la saison régulière, pour finir au sommet de leur conférence, mais avant d'observer ce qui se passe en NBA, ça peut être intéressant de jeter un œil au passé. Alors vous me connaissez, j'ai ouvert mon plus beau document Excel, j'ai élaboré mes meilleurs critères, j'ai pris des notes pour presque 80 équipes dans l'histoire, et tada! Je vous ai dégoté un top 6. Allez, histoire qu'on rigole, essayez de faire vos pronostics avant que la vidéo commence. Et mettez-moi en commentaire quelle est pour vous la team dans l'histoire qui a fait le plus gros comeback dans la saison régulière. Vous allez voir, c'est pas trop difficile. Mais maintenant, moi, évidemment, ce top 6, je vais vous le présenter, alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Quelles sont les plus grosses remontadas all-time en NBA post-All-Star Break? Bon, pour commencer, vous avez l'habitude, il faut poser les bases, et il faut que je vous explique comment j'ai procédé. Les étapes, vous les maîtrisez, d'abord, il faut fixer des critères, ceux qui me semblent les plus cohérents. Et le premier, une fois n'est pas coutume, correspond à des conditions. D'abord, il faut avoir joué un minimum de matchs post-All-Star Break, parce que dans les années 50, il arrivait que certaines équipes n'en jouent que 7 ou 8, ce qui pour moi est bien trop peu pour que ça ait du sens. En parallèle, pour qu'il y ait remontada, il ne faut pas que l'équipe ait été trop performante en début de saison. Voilà pourquoi je n'ai sélectionné que des teams qui avaient un bilan inférieur à 2 tiers de win au moment du All-Star Game, pour effectuer mes calculs. Tout ça, jusque-là, ça me paraissait nécessaire et même logique pour faire un premier tri. Vient ensuite le critère qui pour moi est le plus important, et qui départagera les équipes en cas d'égalité, la différence de pourcentage de victoire. Pour ça, j'ai calculé le taux de win pré-All-Star Break et post-All-Star Break, puis j'ai fait une soustraction. Plus la différence sera grande et plus la remontada aura eu d'importance. Voilà pourquoi ce critère qui me paraît primordial sera noté sur 10 étoiles. Déjà ça, parmi toutes les équipes que j'ai étudiées, ça permettait d'en dégager un bon petit paquet qui était super intéressant. C'est ainsi que j'ai ajouté des critères secondaires, à commencer par le nombre de sélections All-NBA ou All-Defensive. Ouais, je me dis que si une team a réussi en fin de saison à faire en sorte que plusieurs de ses joueurs soient élus, c'est qu'elle a grave assuré sur la deuxième partie, et que la remontada a bel et bien été marquante. Ensuite, j'ai pris en compte le classement. Pour moi, une remontada ne sert à rien si au final, l'équipe termine à la 10e place de la conférence. Voilà pourquoi j'ai ajouté des étoiles bonus pour toutes les teams qui ont réussi à finir avec l'avantage du terrain dans leur conf. 4 pour celles qui ont fini à la première place, 3 pour celles qui ont fini à la deuxième, et ainsi de suite jusqu'à la 4e place. Enfin, histoire de concrétiser le tout, je me suis dit que la cerise sur le gâteau quand tu faisais une telle remontada en saison, c'était ensuite d'assurer en playoff. Là encore, j'ai ajouté une étoile bonus par tour atteint. En gros, si ton équipe échoue au premier tour, tu gagnes une étoile, au deuxième 2 étoiles, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir 5 étoiles pour les équipes qui ont fini championnes. Là déjà, je commençais à avoir une équation plus complexe, qui m'intéressait plus, et qui surtout donnait des résultats beaucoup plus intéressants, et peut-être même plus justes, plus cohérents. Ensuite, je n'ai plus qu'à faire du tri parmi les équipes en fonction de mes conditions, à rentrer toutes les données et voir ce que le tableur allait me fabriquer. Bon, tout ça, comme d'habitude, ça m'a pris du temps, ça a été laborieux, il a fallu tout revérifier plusieurs fois aussi pour être sûr de mes statistiques, mais ça m'a donné un top 6. Et ce top 6, bien évidemment, à partir de maintenant, je vais vous le présenter. Et pour commencer, à la 6e place, il faut qu'on parle du Miami Heat 2004. Il faut dire aussi que l'équipe coachée par Stan Van Gundy au moment du All-Star Break affichait un bilan catastrophique de 22 victoires pour 32 défaites. Triste quand on voit que dans l'effectif, il y avait des joueurs comme Eddie Jones, Caron Butler, Brian Grant ou encore Lamar Odom qui entouraient un Dwayne Wade rookie. Et pourtant, après le All-Star Break, cette team a largement relevé la tête pour obtenir un bilan de 20 wins pour seulement 8 défaites, qui lui donne déjà 7 étoiles dans le domaine. Même si elle n'a eu personne dans les All-NBA Team, elle a quand même fini à la 4e place à l'Est, ce qui lui donne, avec l'avantage du terrain, une étoile supplémentaire, selon mon barème. Pour finir en accédant aux playoffs, en sortant les Hornets au premier tour en 7 matchs, puis en perdant face aux Pacers 4-2 au deuxième tour, ce Heat 2004 obtient 2 étoiles de plus pour un total de 10, qui déjà est très intéressant. Tout ça évidemment, ce sera le sujet de toute façon aujourd'hui grâce à une énorme deuxième partie de saison. Mais que s'est-il passé du coup pour un tel revirement, un tel renversement de situation? Passer de 40% de win avant le All-Star Break à plus de 71% ensuite, ça pèse quand même, c'est assez énorme, on est à la limite du tremblement de terre.
Eh bien je pense que c'est au moins partiellement dû déjà à une montée en puissance du rookie qui était Dwayne Wade. Peu à peu ses moyennes de points augmentent, jusqu'à atteindre un score supérieur à 19 sur le mois de février, tandis qu'au fur et à mesure, Stan Van Gundy, qui lui aussi venait d'arriver aux commandes, arrive à développer une alchimie, grâce notamment à un Lamar Odom incroyable de polyvalence cette année-là, omniprésent au scoring mais aussi au rebond et au playmaking. En fait, cette remontada elle s'est faite de manière progressive, dans une équipe bien renouvelée, qui à la base manquait pas mal de vécu collectif. Odom venait d'arriver en provenance des Clippers et il lui a fallu du temps pour prendre le lead et impliquer les autres. Ça s'est vu avec aucune victoire sur les 7 premiers matchs avant d'atteindre un bilan de 5-15 puis de faire un excellent mois de mars à 12 victoires pour 3 défaites, une série de 17 wins sur les 21 derniers matchs et grimper dans les classements. Et là où Miami s'en est plutôt bien sorti, c'est que malgré un bilan général plutôt moyen, 42 victoires pour 40 défaites, l'équipe a tout de même terminé à la 4ème place de la conférence Est, qui était plutôt faible à l'époque. Pour moi, la clé est vraiment venue de 3 hommes. Un Dwayne Wade qui peu à peu s'adapter au rythme de la NBA, un Lamar Odom qui a appris vraiment à prendre le contrôle de l'équipe et un Stan Van Gundy qui a mis tout le monde dans les bonnes conditions. Cette bonne forme elle s'est vite confirmée en playoff avec un Flash qui continuait son ascension en tournant à plus de 21 points par match sur le deuxième tour et qui déjà montrait de façon prometteuse qu'il avait des chances de s'afficher comme l'un des futurs grands joueurs de la ligue. Son game winner lors du match 1 au premier tour contre les Hornets alors qu'il n'était que rookie restera vraiment dans les annales, un vrai petit bijou. Alors ok, ça n'a pas suffi pour se qualifier en finale de conférence et vaincre les Pacers en demi-finale de conf, mais tout de même, qui aurait imaginé que cette équipe, qui était incapable de mettre un pied devant l'autre pendant les 7 premiers matchs de la saison, se qualifierait finalement au deuxième tour des playoffs? Personne, la remontada était donc réelle. Malheureusement, ce roster bien sympathique fut dézingué l'été suivant, avec Odom, Grant et Butler qui furent tous les trois transférés vers les Lakers pour faire venir Shaquille O'Neal. Mais vu que ça a permis à l'équipe floridienne de remporter le titre en 2006, personne n'en voudra à Pat Riley d'avoir fait ce move du côté de Miami. Alors même si l'aventure commune fut brève, je trouve tout de même ça complètement logique de retrouver ce hit 2004 dans notre top 6 du jour, vu le parcours que la team a pu vivre. Maintenant, pour la place numéro 5, on va faire un vrai bond dans le passé pour parler des Bulls de 1977. Là, dans le roster, il y avait eu un gros changement vu que Artis Gilmore, légende de la ABA, venait d'arriver à Chicago après la fusion entre les deux ligues. Mais le déroulement de la saison nous montre que malgré tout son talent, il lui a fallu du temps pour trouver sa place parmi les autres membres de l'effectif, dans lequel on pouvait retrouver pourtant de bons joueurs, comme Bob Love, Mickey Johnson ou encore Norm Van Leer. L'équipe, en arrivant au moment du All-Star Break, affichait un bilan de 23 victoires pour 32 défaites, et définitivement il était très compliqué de les imaginer faire quoi que ce soit par la suite. Il faut préciser aussi que la franchise venait d'être vendue à Arthur Wirtz, propriétaire des Black Hawks en NHL, au hockey sur glace, qui, soyons honnêtes, n'en avait absolument rien à battre du basket. Sa priorité c'était le hockey. Il a ainsi diminué drastiquement tous les budgets des Bulls, et forcément, ça n'a pas facilité la tâche de notre équipe de Chicago en 1977. Et pourtant, sous la houlette d'un Gilmore qui peu à peu s'est adapté à la NBA en réalisant un énorme mois de mars à 21 points et 14 rebonds, les Bulls ont déjoué tous les pronostics, en enchaînant 20 wins sur les 28 matchs qui ont suivi le All-Star Break, soit un différentiel de plus de 35%, qui leur offre 8 étoiles dans le domaine. Ajoutons à ça un Norm Van Leer, élu en First Team All-Defensive et une qualification au premier tour des playoffs, et hop, on a déjà un total de 10 étoiles. Malheureusement, les Bulls, qui étaient à l'ouest à l'époque, malgré leur bilan de 44-38, ne purent pas finir au-delà de la 6ème place de la conférence, ce qui les mena à affronter les Blazers, futurs champions NBA, au premier tour, lors duquel ils furent défaits sur le score de 2 matchs à 1. Gilmore a eu beau faire tout ce qu'il pouvait dans cette série, avec un Game 2 à 27 points, 11 rebonds et 5 contre, face à Bill Walton, il n'a pas fait le poids. N'empêche que pour une team qui à un moment dans la saison avait enchaîné 13 défaites consécutives, arriver à ce stade-là, c'était déjà très lourd. C'est vraiment leur série de 20 victoires sur les 24 dernières rencontres de l'exercice qui leur a définitivement permis de relever la tête, et de finir du coup à la 5ème place de notre classement du jour. Le problème c'est qu'ensuite, cette franchise complètement délaissée par son proprio n'ira plus en playoff jusqu'en 1981, après cette remontada. Mais peu importe, ce qu'il faut retenir c'est qu'en 1977, autour de Gilmore, l'équipe s'est soudée, et ça lui a permis de performer de façon démentielle en deuxième partie de saison. C'est pour ça que pour moi, cette 5ème place est amplement méritée. Pour la place numéro 4 maintenant, nous allons parler des Lakers de 2003. Alors que l'équipe était triple championne en titre, évidemment tout le monde s'attendait à ce que les Californiens, menés par le duo Kobe-Shaq, défoncent tout à nouveau. Le souci c'est que non seulement le diesel a manqué le début de la saison en raison d'une blessure au pied, mais qu'en plus, sa relation avec Kobe commençait doucement à se dégrader. Puis il faut le dire aussi, on s'en rendait compte, avec un O'Neal absent tout le premier mois, cette team n'était définitivement plus la même. Résultat, un bilan de 3-9 pour commencer, puis seulement 11 victoires sur les 30 premières rencontres de la saison,
non, pour une franchise censée être si dominante, c'était faible, très faible. Pour résumer, de toute façon, s'il y a une stat à retenir, c'est que c'était tout simplement leur pire début de saison depuis 10 ans. Après, même si les choses ont commencé à aller bien mieux avec le retour de Shaq, au moment du All-Star Break, cette équipe n'affichait un bilan que de 24 victoires pour 23 défaites. Encore une fois, c'était décevant pour des Lakers qui étaient triple champions. On ne va pas se mentir, ils ne se classaient qu'à la 9ème place d'une conférence Ouest qui était très disputée et peu de monde les imaginait autant en difficulté à la mi-saison. Sauf qu'en février, le Mamba a décidé de sortir de sa boîte, et pas qu'un peu, portant les siens dans son sillage et enchaînant 9 matchs de suite à 40 points ou plus, une dinguerie. Résultat, les Lakers compilent les wins et finissent la saison en trombe avec un bilan de 21-6 post-All-Star Break, un différentiel de 23%, qui leur donne 4 étoiles dans le domaine. Alors ouais, 4 étoiles c'est faible, mais c'est aussi surtout dû au fait que la remontada avait commencé bien avant la pause du All-Star. Sauf qu'au final, avec Kobe et Shaq élus à la fois dans les teams All-NBA et All-Defensive, les Californiens chopent direct 4 étoiles supplémentaires. Et ça a du sens, ça montre à quel point, malgré un début de saison compliqué, les deux hommes, malgré leurs différends, ont réussi à tout dominer lors de la deuxième partie de saison. Tout ça, ça a permis à ces Lakers de terminer à la 4ème place de l'Ouest pour une étoile supplémentaire et même d'accéder au deuxième tour des playoffs pour un total global de 11. Malheureusement pour eux, à cette étape-là, après avoir sorti les Wolves de Kevin Garnett au premier tour, l'équipe échoua ensuite face aux Spurs, futurs champions NBA en demi-finale de conférence, en 6 matchs, face à un Tim Duncan de gala. C'est dommage en vrai, car avec leur remontada et leur super forme affichée en deuxième partie de saison, tout le monde commençait à imaginer qu'ils seraient capables de faire le quadruplé. Et puis on le cache pas, c'est vrai que quand on a vu ces Lakers enchaîner 11 victoires sur les 13 derniers matchs, toute la ligue s'est mise à trembler. Mais la saison suivante, Robert Horry partit aux Spurs, tandis que les Californiens, eux, élaborèrent une super team, en faisant venir Karl Malone et Gary Payton. Mais la guerre d'ego entre Kobe et Shaq prit trop de place, ce qui mena l'équipe à une défaite en finale en 2004, puis un départ du pivot l'été suivant. Ouais, c'était la fin d'une ère, mais ce que l'on retiendra tout de même, c'est que les deux hommes, en 2003, ont su mettre de côté leur brouille pour faire une remontada qui définitivement aura marqué l'histoire. Pour être totalement franc, je dois vous dire que je ne m'attendais pas à retrouver les Lakers si haut dans ce classement, mais quand on prend du recul et quand on se rappelle du contexte, moi je trouve que c'est vrai, cette 4ème place elle est quand même vraiment méritée. Là, ça va être l'heure de parler du podium, mais avant ça, vous connaissez, il faut que je vous pose la traditionnelle question. Êtes-vous bien abonné à cette chaîne? Si ce n'est pas le cas, et que vous aimez mon contenu sur YouTube, je vous invite définitivement à le faire, dès maintenant. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, surtout vu comment les gens désertent la plateforme ces derniers temps. Il y a pas mal de gros créateurs qui en ont parlé. Alors on y va, on va lâcher son pouce vers le haut, on va cliquer sur ce foutu bouton rouge, et moi, en échange, je n'aurai plus qu'à vous remercier du fond du cœur. Thank you, my friends. Mais bref, passons au podium, et pour la place numéro 3, nous n'allons pas remonter trop loin dans le passé, vu que l'on va parler des Sixers 2018. Autour d'Embiid et Simmons, l'équipe ne présentait pourtant pas un bilan catastrophique au moment du All-Star Break, 30 victoires pour 25 défaites. Sauf que la deuxième partie de cet exercice fut juste phénoménale pour Philly, avec un bilan de 22-5 post-All-Star Break, et une série de 17 victoires consécutives pour conclure la saison. La différence de pourcentage offre directement 5 étoiles. En bouclant cette campagne sur un bilan de 52-30, la franchise de Pennsylvanie a juste réalisé son meilleur exercice depuis la fameuse saison de 2001 avec Allen Iverson, où ils sont allés jusqu'en finale NBA. En 2018, ce qui avait pêché pour commencer, c'était d'abord les incertitudes liées à la draft de Markelle Fultz, qui non seulement a été blessé la majeure partie de la saison, mais qui en plus de ça, à son arrivée dans l'équipe, n'a absolument pas répondu aux attentes, peinant à s'intégrer avec un shoot définitivement en chantier. Il y a mieux comme situation pour créer de la confiance. Et puis quand on sait que s'ils n'avaient pas transféré leur pick, les dirigeants de Philly, avec ce choix, auraient pu drafter Jason Tatum, ouais, chez les fans des Sixers, il y avait de quoi rager. Néanmoins, après un temps d'adaptation nécessaire entre toutes les nouvelles pièces et un Ben Simmons par exemple qui était rookie, cette team, alors coachée par Brett Brown, a développé une alchimie qui faisait vraiment plaisir à voir sur le terrain. Autour de role-players comme Robert Covington, Dario Saric ou encore TJ McConnell, les Sixers se sont mis à jouer un basket hyper défensif, mais aussi très huilé offensivement, avec chacune des pièces qui assumait son rôle à la perfection. Cela leur a finalement permis d'atteindre la 3ème place de l'Est, pour obtenir 2 étoiles supplémentaires. Et puis vous vous en doutez, cette super forme de fin de saison, elle n'est pas passée inaperçue, et la NBA n'a pas hésité à la récompenser. Joel Embiid fut élu All-NBA et All-Defensive Second Team, tandis que Robert Covington, de son côté, décrochait les honneurs de la Defensive First Team. Pour aller plus loin, même si ça n'apportera pas d'étoiles supplémentaires, on pourra même noter que Ben Simmons a terminé Rookie de l'année. Définitivement, l'équipe de Philadelphie, au niveau des awards, avait tout raflé.
Surtout qu'en fait, le management en cours de saison avait fait du très bon taf pour renforcer le roster, et ça c'est essentiel de le préciser. Avant la deadline, ils font venir Marco Bellinelli et Ersan Ilyasova, qui en termes de shoot et d'expérience apportent finalement tout ce qu'il manquait à cette équipe. Le danger pouvait ainsi venir de partout, et c'est bien ça qui a permis aux Sixers de si bien finir. Quand ça n'allait pas, les deux Européens étaient hyper présents dans les moments clutch, et définitivement ils ont joué un très gros rôle dans cette remontada. Ajoutons à ça un JJ Redick au sommet de son art, qui est monté en puissance tout au long de cet exercice, et oui, il y avait vraiment de quoi espérer à ce moment-là chez les fans de Philly. Malheureusement, en playoff, après une victoire 4-1 face à Miami au premier tour, le manque d'expérience des jeunes cadres qui étaient alors Embiid et Simmons a coûté cher au deuxième round, dans la déconvenue en 6 matchs reçus face aux Celtics. Peu importe, ce joli parcours apporte tout de même 2 étoiles de plus à nos Sixers 2018. Franchement, quand on voit le contexte et surtout cette espèce de cohésion qui s'est vraiment développée jusqu'à atteindre des sommets au fil de la saison, je trouve ça cool de retrouver cette équipe-là, même si je ne m'y attendais pas. Le souci, c'est que malgré le potentiel certain de cette team, qui jouait un vrai beau basket collectif, l'effectif fut démantelé au cours de l'année suivante, pour faire venir Jimmy Butler et Tobias Harris, qui finalement ne firent pas mieux en 2019, avec ce fameux échec au deuxième tour face aux Raptors, futurs champions. Aujourd'hui, pas mal de fans des Sixers regrettent cette époque, et même si c'est vrai, le talent disponible était limité, le basket proposé était vraiment beau à voir. La team était pleine de guerriers, prêts à en découdre, mais soyons honnêtes, le potentiel était sûrement trop limité pour espérer viser plus haut qu'un deuxième tour. Quoi qu'il en soit, c'est chouette tout de même de voir cette belle aventure récompensée en obtenant la 3e place de notre classement du jour. Maintenant, la 2e place, et en tant que dauphin, nous allons retrouver les fameux Nuggets de 2005. Et là, si vous voulez parler de remontada, on en a une belle de remontada. Vous voulez des chiffres? Eh bien je vais vous en donner. Cette team, formée autour de Carmelo Anthony, André Miller, Kenyon Martin et Marcus Camby, qui avait commencé sa saison sur un 24-29, a juste fini sur un phénoménal 25-4, soit un différentiel de plus de 40%, le plus grand que j'ai pu calculer aujourd'hui, et qui offre direct 10 étoiles à cet effectif. Malheureusement, le reste n'est pas hyper glorieux. La 7ème place obtenue à l'ouest n'apporte aucune étoile supplémentaire, tandis que l'élimination au premier tour n'en apporte qu'une seule de plus. Ajoutons à ça que seul Marcus Camby a été récompensé en fin de saison dans les All Defensive Teams, et nous arrivons à un total de 12. On avoue c'est dommage car clairement la remontada a été folle, et cette équipe aurait décemment pu viser la première place aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce à quoi je m'attendais. Mais finalement, finir si bas dans le classement, sans avoir concrétisé en playoff, handicape pas mal ces Nuggets, et c'est normal je trouve. Un comeback est bien plus beau s'il t'emmène loin, plutôt que si tu perds 4-1 au premier tour face aux Spurs dès le début des playoffs. N'empêche que quand même, cette équipe, il faut la créditer un minimum pour avoir su se remettre en question après tout un tas de rebondissements. Autour d'un Melo très jeune, seulement 20 ans en ce temps, l'équipe n'arrivait pas à se trouver. C'est ainsi qu'au bout de seulement 18 matchs, le coach Jeff Zdelik fut remercié, remplacé par un Michael Cooper en intérim, écarté à son tour, 4 victoires et 10 défaites plus tard. Paye ta stabilité pour commencer une saison. Si vous voulez entendre parler de départ chaotique, avec ces Nuggets de 2005, nous avons de très bons clients. This is not a story. This is chaos. Mais c'est là que sur son fier destrier, le sauveur est arrivé, j'ai nommé George Karl. Le tacticien a pris les choses en main et a complètement réussi à retourner les situations, faisant en sorte de faire jouer ensemble des joueurs au très fort caractère, pour grimper dans les classements jusqu'à atteindre un joli total de 49 victoires, qui ne suffit malheureusement pas pour viser plus haut que la 7ème place dans cette conférence ouest hyper dense à l'époque. Peu à peu, le coach a réussi à intégrer Kenyon Martin dans le dispositif, alors qu'il venait d'arriver, et de faire de Carmelo Anthony, sophomore, une future superstar en puissance. Ajoutons à ça, à la baguette, un André Miller qui, quand il était dans de bonnes dispositions, distribuait le jeu comme personne, et un Marcus Camby en monstre défensif dans la peinture, et oui, dans ce roster, tout est soudainement devenu complémentaire. Tout a cliqué. Et pourtant, il faut se l'avouer, le début de saison catastrophique et l'enchaînement des coachs chez ces Nuggets ne semblait laisser aucune chance à cette équipe. Au final, il aura juste fallu que George Karl débarque, trouve la formule magique et fasse jouer tout le monde ensemble. C'est très fort. D'ailleurs, en playoff, en remportant le premier match de la série à l'extérieur face aux Spurs, beaucoup se sont mis à juste titre à croire en ces Nuggets, mais le collectif de coach Popovich était bien mieux huilé, et surtout bien plus expérimenté. Denver échoua en 5 matchs et ne vit pas le jour lors des 4 rencontres suivantes. La belle histoire alors écrite par Karl et ses troupes s'arrêtait alors de façon très brutale à ce stade-là de la compétition. Il aura donc manqué cette petite cerise sur le gâteau des playoffs pour valider, pour ces Nuggets, une immense remontada réalisée en saison régulière. C'est ainsi que la première place leur échappe pour cette raison, mais tout de même, avec un total global de 12 étoiles, cette 2ème place dans le classement du jour me semble complètement méritée.
Et du coup, pour la première place, est-ce que vous l'aviez prévu? Je dois avouer que moi, je m'en doutais fort, avec des Celtics 2022 qui, eux, l'année dernière, ont définitivement validé leur comeback en accédant carrément au final NBA. Pour la première saison de Ime Udoka aux commandes, l'équipe a mis du temps à rouler, c'est le moins que l'on puisse dire, vu qu'au bout de 35 matchs, cette team qui pourtant débordait de talent, avec son duo Jason Tatum-Jaylen Brown, n'affichait à son compteur que 16 petites victoires. Et on s'en rappelle là maintenant, en prenant un peu de recul, c'était compliqué à voir le jeu des Celtics sur le terrain. Tatum était en mode gros forceur, après l'élimination précipitée l'année passée au premier tour face aux Nets, il voulait prouver des choses et ne laissait pas le jeu venir à lui, tandis que Jaylen Brown, à ses côtés, galérait à trouver sa place. Heureusement, un déclic dû à un coup de gueule de Marcus Smart qui d'un coup s'affichait comme un pro du playmaking, ainsi qu'à l'arrivée de Derrick White qui a fait un bien énorme en sortie de banc, à la place d'un Josh Richardson ultra décevant, a tout à coup remis tous les éléments à leur place de façon incroyable. Le bilan de 34-26 au moment du All-Star Game était déjà bien meilleur pour cette team de Boston, mais ce n'était que le début. L'équipe s'est mise à jouer ensemble et surtout autour de son duo d'intérieur Al Horford, Robert Williams, elle s'est mise à défendre de façon acharnée, défonçant tout sur son passage pour remporter 17 de ses 22 matchs post-All-Star Break. Bon, ce différentiel ne leur donne que 3 étoiles, vu que le comeback en réalité a commencé 3 semaines avant la pause, mais quand même, on assistait à une vraie remontada. Boston a ainsi terminé à la 2e place de la conférence Est, alors qu'il faut le dire, en début de saison, personne ne les attendait si haut, ça leur donne 3 étoiles de plus. En parallèle, Tatum a été élu en First Team, Rob Williams en Defensive Second Team, et Marcus Smart, élu en Defensive First Team de son côté, a même reçu le trophée de Deep Boy. Les awards pleuvaient, et ça file à Boston encore 3 étoiles supplémentaires. Mais surtout, contrairement à toutes les équipes que l'on a abordées jusque-là, la vraie différence s'est faite en play-off, où cette remontada a définitivement été validée. Cette team, tout au long de la saison, avait réussi à se créer un cœur, une âme et un jeu collectif incroyable qui leur a permis de sweeper les Nets au premier tour avant de venir à bout des Bucks et du 8 dans des séries complètement épiques qui sont allées jusqu'au match 7. Autant être honnête, ce parcours a fait rêver tous les fans de Boston. À chaque match, vous pouvez chercher, tout le monde était impliqué, de Peyton Pritchard jusqu'à Grant Williams, on trouvait un nouveau héros. Ime Udoka avait juste réussi à sublimer le niveau de ses stars tout en taillant un costume sur mesure à tous ses role-players, et eux, ils adoraient ça, c'était juste super beau à voir sur le terrain. Malheureusement pour eux, l'aventure s'arrêta en finale, en 6 matchs, face aux Warriors d'un Stephen Curry intouchable, contre une team bien plus expérimentée pour ce qui était des gros rendez-vous. Mais ce n'était pas grave, les Celtics avaient complètement réussi à marquer cette saison de leur empreinte. En menant 2-1 même dans la série, ils ont même pu croire brièvement au titre, et vu les difficultés connues au début de la saison, chapeau à eux pour ça. Pendant cet exercice, un vrai groupe s'est créé, solidifiant des liens entre les joueurs qui permettaient d'être vraiment optimistes pour la suite. Ça d'ailleurs, on en a la preuve actuellement, et même la nomination de Joe Mazzulla pour succéder à Ime Udoka suite à ses déboires n'y a rien changé. Au moment où je tourne cette vidéo, les 6 continuent sur leur lancée, en présentant tout simplement le meilleur bilan de la NBA, et en s'affichant comme l'une des teams favorites pour le titre 2023. Comme quoi, c'est dans la difficulté qu'on soude un groupe, et ces Celtics qui s'affichent à la première place de mon ranking d'aujourd'hui nous l'ont bien prouvé la saison passée. Pour moi, quand on se rappelle du contexte autour de cette équipe du Massachusetts l'an dernier, cette première place est amplement méritée. Alors voyons maintenant si cette saison, ils arriveront à aller au bout de leurs rêves. L'aventure serait belle. Mais bref, là, si je fais le bilan un petit peu, je me rends compte que je suis plutôt content de mon top 6. Bien sûr, j'aurais pu simplifier les choses, et juste calculer la différence de win pré-All-Star Break et post-All-Star Break, mais moi ça ne me convenait pas. Dans ce cas, c'est vrai, les Nuggets de 2005 seraient arrivés à la première place, mais pour moi, le fait qu'ils n'aient pas su concrétiser en play-off rendait leur aventure moins marquante. Bon, ils finissent à la 2e quand même, c'est extrêmement bien, mais à mes yeux, pour qu'une remontada soit vraiment valable, soit vraiment marquante, oui, il faut la concrétiser et la valider en post-season. Après, ouais, je dois le dire, ces chiffres m'ont apporté quelques surprises, avec certaines teams que je ne m'attendais pas à voir si haut, ou encore d'autres que j'imaginais dans le classement et qui ne sont pas apparus. Sauf qu'au final, si on prend du recul et qu'on étudie le contexte, qu'on se rappelle des critères aussi, je trouve que ces 6 premiers, ça a du sens de les mettre dans cet ordre-là, et de les faire apparaître dans ce top. Maintenant, je le sais, j'ai l'habitude, je sais qu'il y aura toujours des râleurs ou des curieux qui vont me dire « Mais pourquoi y a pas cette équipe, y a un truc qui va pas, etc. etc. » Voilà pourquoi maintenant je vous affiche quand même le top 25 que mes données ont créé, et là encore je suis content de retrouver finalement la plupart des équipes que j'attendais. Est-ce que pour vous, il manque quelqu'un? Y a-t-il des blasphèmes? Auriez-vous pris d'autres critères? Vous me direz ça. En tout cas, moi, mon top 25, avec ces critères-là, il est présent ici. Observons désormais, cette saison, si des Lakers, des Warriors ou même une autre équipe qui aurait mal commencé arrivera à atteindre ce top 25. Et perso, j'ai très hâte d'observer ça. Voilà pour ce qui est des plus grosses remontadas all-time, voilà pour ce qui est de ce nouvel overtime. Vous
Vous en pensez quoi, vous, de ce top 6? Et personnellement, quel est le comeback qui vous a plus marqué dans toute l'histoire post-All-Star Break? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse toujours autant. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs coms. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super utile pour le watch time, pour le référencement et la mise en avant sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en ce moment, pour la plupart des créateurs, les temps sont durs sur YouTube. Voilà pourquoi votre soutien est le bienvenu. Alors pour ça, bien sûr, toutes les infos seront dans la description. A très vite.